Bienvenue à la révision pour l'examen final du cours de physiologie du vivant. L'examen final, qui je vous le rappelle, est d'une valeur de 35%. On va donc faire un retour sur toutes les parties qu'on a vues durant la session. Je vous invite à prendre votre livre et aussi à prendre la feuille de révision de l'examen. Ça va vous permettre de souligner, de rajouter peut-être des petits détails. On débute notre révision avec la partie 1, dans laquelle on a parlé des propriétés de l'eau. Pour cette partie-là, c'est certain qu'il faut que vous vous rappeliez c'est quoi une liaison hydrogène. Donc, puis que toutes les molécules d'eau établissent au maximum 4 liens H avec leurs voisines. Ces liaisons hydrogènes-là, individuellement, elles ne sont pas très fortes, mais quand plein de liaisons hydrogènes se créent, ça maintient fortement les molécules entre elles. Les 4 propriétés de l'eau qu'on a vues reposent sur l'existence de ces liaisons hydrogènes-là. Pourquoi il y a des liens H? Bien parce que la molécule d'eau, l'oxygène, a une charge partielle négative, les hydrogènes des charges partielles positives. Ça nous amène à parler des 4 propriétés de l'eau. Il faut que vous vous rappeliez de chacune d'entre elles, que vous soyez capable d'expliquer chacune ou encore de les reconnaître dans une situation, un exemple qui va vous être présenté. Alors, il y a la cohésion, les molécules se tiennent les unes avec les autres, stabilisation de la température. Alors, pour stabiliser la température, l'eau, elle a une chaleur spécifique élevée. La chaleur spécifique, je ne l'écrirai pas au complet. Puis, il y avait aussi la chaleur de vaporisation ou d'évaporation élevée. Alors, ces deux éléments-là permettent de stabiliser la température. La glace flotte. Donc, à 0 degré, les molécules s'éloignent les unes des autres et forment un cristal qui est solide. Puis, l'eau est capable de solubiliser pratiquement toutes les substances. On reconnaît ici la cohésion qui permet de faire monter la sève dans les arbres. Et ici, on voit un des éléments de la stabilisation de la température, le fait de suer, donc la chaleur d'évaporation élevée de l'eau nous permet de nous refroidir par la sueur. On passe à la partie 2. Pour cette partie-là, on n'ira pas vraiment dans les détails. Il faut juste se rappeler les 4 principaux groupes de macromolécules. Alors, les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Vous n'avez pas besoin pour les glucides d'apprendre qu'un maltose, c'est 2 glucoses ensemble, mais il faut que vous connaissiez le terme monosaccharide, polysaccharide, l'amidon, cellulose. Alors, juste revoir, c'est ça, en général, qu'est-ce que les glucides? Même chose pour les lipides. Qu'est-ce qu'on trouve dans les lipides? On trouve des stéroïdes, on trouve, le cholestérol fait partie de ça. Il y a des lipides saturés, insaturés. Donc, très grossièrement. C'est sûr que les phosphoglycérolipides, elles reviennent dans la partie 4 quand on parle des membranes. Point spécial pour les protéines. Je vous demande de peut-être plus préciser pour les protéines, de revoir que les protéines sont composées d'acides aminés. Ces acides aminés-là, quand ils s'associent ensemble, ils vont former la structure primaire. Selon la quantité, dans le fond, ça va être la quantité des acides aminés et la suite de ces acides aminés-là. Les acides aminés vont établir des liaisons hydrogènes au début entre elles pour former soit des hélices alpha ou des feuillets plissés bêta, ce qui va leur donner leur structure secondaire. Ensuite, les acides aminés vont continuer à faire d'autres types de liaisons qu'on voit ici. Je ne vous demande pas de les réapprendre.
mais je vous demande de savoir que une structure tertiaire demande l'ajout de plusieurs interactions entre les acides aminés. Certaines protéines vont être actives, fonctionnelles avec une structure tertiaire, puis d'autres protéines vont être obligées d'adopter une structure quaternaire, comme le collagène ou l'hémoglobine. Comme l'hémoglobine, c'est 4 sous-unités différentes, 4 polypeptides qui vont s'associer ensemble pour devenir une protéine fonctionnelle. Il faut aussi se rappeler que les protéines peuvent être dénaturées par la chaleur, le pH. Si le pH change, ça peut dénaturer nos protéines. Partie 3. Alors, toutes les réactions chimiques qui se produisent dans notre corps, donc notre métabolisme, c'est un aperçu de toutes ces réactions-là. Dans cette partie-là, on a vu qu'on transforme l'énergie chimique des aliments en énergie de travail. On va produire des déchets, on va dégager de la chaleur lors de ce transfert-là. Et une molécule qui est très importante pour le travail dans nos cellules, et il y a des voies métaboliques qui nous permettent de fabriquer cette molécule-là, c'est notre ATP. Se rappeler que ces 3 groupements phosphates chargés négativement qui se repoussent, qui font que cette molécule-là, elle est très énergétique. On va pouvoir l'utiliser pour faire 3 types principaux de travail. Le travail de transport, mécanique et chimique. Et comment on utilise l'ATP? En dégageant un groupement phosphate de l'ATP, ce qui va nous permettre de phosphoryler, par exemple, des protéines de transport. On va pouvoir faire voyager des substances contre leur gradient de concentration, comme la pompe sodium-potassium. On va pouvoir aussi, en phosphorylant des protéines motrices, soit contracter des muscles ou faire voyager des vésicules. Puis le travail chimique. Le travail chimique, ça permet de construire des plus grosses molécules. Alors on prend des petites molécules, on réussit à les assembler en les phosphorylant et on crée des plus grosses molécules. Et c'est même des réactions exergoniques quand on utilise l'ATP. Je ne vous demande pas de réapprendre exactement toutes les étapes de ce travail chimique-là. C'est vraiment l'idée générale qui est importante à retenir. Cette figure-ci, on la comprend mieux puisqu'on a vu dans notre partie 7 la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est du catabolisme. C'est une réaction qui nous permet de dégrader le glucose. On pourrait dégrader des lipides et des protéines aussi. Alors quand on dégrade ces molécules-là, ce glucose-là, on a vu qu'on pouvait créer de l'ATP avec ça. Cet ATP-là, on va l'utiliser pour du travail cellulaire. Ça va reformer de l'ADP, des groupements phosphates, puis on va se resservir de la respiration cellulaire pour refabriquer nos ATP, recoller le groupement phosphate à l'ADP. Les enzymes. Toujours dans notre partie 3, les enzymes sont impliquées dans toutes les voies métaboliques. Il y en a plein dans la respiration cellulaire, dans la fermentation lactique. On sait que pour réaliser des réactions, transformer des réactifs en produits, il y a une barrière énergétique à traverser, une énergie d'activation à fournir aux réactifs. Les enzymes permettent d'abaisser cette énergie d'activation-là en fournissant au substrat un site actif qui épouse parfaitement le substrat. Une enzyme, c'est une protéine, ça a une structure
tertiaire et même parfois quaternaire, chaque enzyme est spécifique à un substrat particulier. L'enzyme va accueillir les substrats, va faire un ajustement induit, faire un peu de pression sur mes substrats qui vont se transformer en produits. Et une fois que mon enzyme a libéré ses produits, elle est à nouveau accessible, donc elle est réutilisable et elle a une certaine vitesse maximale à laquelle elle peut travailler. Les enzymes étant des protéines ayant des structures tertiaires quaternaires vont être affectées par la température et le pH. Donc les enzymes ont des températures optimales, ont des pH optimaux et très important, donc si on change l'enzyme d'environnement, de pH, de température, mais ça peut la dénaturer et donc faire qu'elle est moins efficace. Rappelez-vous aussi de votre laboratoire avec le foie, les carottes et les patates. On faisait subir des transformations. Dans le fond, on testait nos enzymes dans différents milieux. Les enzymes, elles peuvent aussi être inhibées de façon compétitive. On envoie une substance qui se fixe au site actif ou on envoie une substance qui va se lier ailleurs sur l'enzyme, ce qui va déformer mon site actif. On va parler d'inhibition non compétitive à ce moment-là. Si ton enzyme, elle est allostérique, c'est-à-dire qu'elle est constituée de plusieurs sous-unités, cette enzyme-là oscille toujours entre deux formes, la forme active, la forme inactive. Elle possède des sites de régulation. On peut envoyer une molécule activatrice, un activateur qui va bloquer la forme active, ou on peut aussi envoyer une molécule qui va agir en tant qu'inhibiteur, se fixer dans mon site de régulation et bloquer la forme inactive de mon enzyme. Avec ça, je peux réguler des voies métaboliques. N'oubliez pas que la respiration cellulaire est une voie métabolique. La glycolyse, le cycle de l'acide citrique sont toutes des voies métaboliques qu'on peut réguler avec la rétroinhibition. La rétroinhibition, c'est quand le produit final de ma voie devient l'inhibiteur d'une des enzymes de la voie. Dans cette voie métabolique, le réactif de départ, qui est la thréonine, va être transformé en isoleucine grâce à plusieurs enzymes. On va faire plein d'intermédiaires. Pardon. Et cette enzyme-ci, elle est allostérique parce qu'on dit qu'elle possède un site de régulation. L'isoleucine va devenir l'inhibiteur. Il va donc se fixer sur le site de régulation de l'enzyme et bloquer sa forme inactive. Comme ça, j'arrête complètement de faire fonctionner cette voie métabolique-là. Partie 4. Retour sur la membrane. Sans connaître tous les détails, il faut avoir une idée globale de notre membrane. C'est une double couche de PGL, de phosphoglycérolipides, il y a même du cholestérol. Il y a plusieurs protéines qui sont enchâssées dans la membrane. Il y en a qui sont périphériques. Les têtes ici sont hydrophiles, aiment l'eau, et mes petites pattes sont hydrophobes. Ce qui fait qu'une protéine comme ça qui est transmembranaire, bien, les têtes sont hydrophiles, le centre ici sur les côtés est hydrophobe. Et si c'est une protéine de transport, bien, le centre ici va être hydrophile pour laisser circuler les molécules hydrophiles. Une fois qu'on a revu nos membranes, là, c'est les transports qu'il faut aller revoir. L'osmose, super important.
retourner lire pour être sûr que vous connaissez bien votre osmose. L'eau voyage toujours de l'endroit où il y a une plus grande quantité d'eau libre vers un endroit où il y a moins d'eau libre. S'il y a moins d'eau libre, c'est parce qu'il y a plus de soluté. Plus de soluté veut dire que l'eau est attachée à ces solutés-là. Elle est moins libre. Ça nous amène à reparler de solutions iso et hypertoniques. Il faut que vous rappeliez une cellule animale, quand je la mets dans une solution hypotonique, qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi? Même chose pour isotonique, hypertonique, pour mes cellules végétales aussi. Transport passif-actif. Alors oui, diffusion simple et facilitée, pas besoin d'énergie. Ça se fait selon le gradient de concentration. Si c'est facilité, c'est parce que j'ai utilisé des protéines pour me déplacer. Si je fais de la diffusion simple, c'est que je suis capable de passer dans la partie hydrophobe de ma membrane. Alors, il y a très peu de substances. On parle de CO2, d'O2 qui vont circuler comme ça. Les autres qui sont chargés ou polaires vont passer par des protéines. Il y a mon transport actif. Meilleur exemple, pompe sodium-potassium. Si je fais du transport actif, c'est que je brûle de l'ATP pour faire voyager des substances contre leur gradient. Comme je vous ai dit, meilleur exemple à retenir, pompe sodium-potassium, parce que cette pompe-là, n'oubliez pas qu'elle est impliquée dans le potentiel de membrane. Potentiel de membrane qui est nécessaire que ça soit au niveau du cœur, on l'a vu dans l'électrocardiogramme, ou au niveau des neurones pour créer des influx nerveux. On arrive au système nerveux. Alors, système nerveux ici, on va voir cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'on l'a déjà vu, respiratoire et urinaire. Système nerveux central versus système nerveux périphérique, composition globale. Un neurone, de quoi ça a l'air? Se rappeler des dendrites, corps cellulaire, tout le noyau, l'axone ici, le sens de la circulation de mon influx, et ici, les synapses. Élément à revoir plus en détail, il faut revoir la création des influx nerveux. Dépolarisation, qu'est-ce que ça veut dire? Repolarisation, hyperpolarisation. Quels canaux tensiodépendants ouvrent? Ici, pour repolariser, ce sont mes canaux à potassium qui permettent la sortie du potassium. Comme ils se ferment lentement, ça va me créer une hyperpolarisation. Les boucles d'inactivation, il faut qu'elles ressortent pour que je puisse recevoir à nouveau un influx nerveux. Mais tant que les boucles d'inactivation bloquent les canaux à sodium, je suis en période réfractaire. Je ne peux pas déclencher d'autres influx nerveux. Alors vraiment à revoir. Et la connexion entre deux neurones, je pourrais mettre un muscle ici, je pourrais mettre une glande. Alors, revoir votre synapse, il y a un espace. Il faut que je fasse rentrer du calcium pour que mes petites vésicules remplies de neurotransmetteurs veuillent bien fusionner et par exocytose envoyer mes neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Mes neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ouvrir des canaux chimiodépendants dans la cellule d'en face. Je peux avoir différents types de canaux. Ça peut être des canaux à Na+, à K+, à Cl-. Si j'ouvre mes canaux à sodium, ça va dépolariser ma cellule et je peux penser peut-être qu'il y aura création d'un influx. Si par contre, ce sont des canaux à
potassium ou à chlore, eux vont créer une hyperpolarisation. Je vais donc bloquer le message. Le Na+ entre, le K+ sort, le Cl- entre. Vous pouvez revoir ça. Je vous ai aussi noté que pour cette partie-là, il faut aussi se rappeler comment certains médicaments ou drogues peuvent perturber le fonctionnement des synapses. Pour ça, il faut se rappeler que le neurotransmetteur reste pas très longtemps dans le canal chimiodépendant, soit qu'une enzyme vient le dégrader ou qu'il est récupéré et recapté dans la cellule présynaptique. Vous pouvez peut-être revoir l'atelier sur les neurotransmetteurs. On parlait par exemple, si la sérotonine, on l'empêche d'être recaptée, c'est qu'elle va travailler plus longtemps. Elle va ouvrir les portes ici plus longtemps si elle n'est pas recaptée. Partie 6. Celle-là, ça devrait être plus simple pour la réviser. C'est plus frais. On vient juste de faire l'examen 3. Système cardiovasculaire. Vous devez de revoir tout le trajet. Il faut absolument que vous connaissiez la circulation systémique, la circulation pulmonaire. Ça veut donc dire que vous devez connaître votre anatomie du cœur, le nom des vaisseaux, dans quel sens le sang va circuler, le nom des 4 valves. Alors, il faut revoir ces éléments-là. Révolution cardiaque, même chose. Je débute par une systole auriculaire, le sang s'en va dans mes ventricules. Ensuite, systole ventriculaire, diastole auriculaire. Quand est-ce que mes valves ouvrent et ferment? Repos, donc diastole complète du cœur. Révolution, à revoir. Pour la pression artérielle, je vous demande uniquement de vous rappeler 120/80. Le 120, qu'est-ce qu'il veut dire? 120, c'est la pression systolique. Au moment où je fais une systole ventriculaire. Et la pression diastolique, le chiffre le plus bas, c'est lorsque je suis en diastole complète, donc que mon cœur est au repos. Dans cette partie-là, je vais aussi vous demander, en lien avec l'anatomie, il faut que vous soyez capable finalement de refaire des trajets comme avec Tommy le globule rouge. Et je vais aussi vous demander de revoir vos groupes sanguins. Exactement comme dans l'examen 3, si je vous donne le groupe sanguin de quelqu'un, êtes-vous capable de dire de qui il peut recevoir du sang et pourquoi? Système respiratoire. Anatomie de base à revoir, pharynx, larynx, trachée, bronche, bronchiole. Après ça, alvéoles, avec les beaux capillaires qui sont autour des alvéoles. Être capable de faire circuler une petite molécule d'oxygène ou de CO2. Même chose, les étapes d'une inspiration. On y va avec contraction du diaphragme, contraction des muscles intercostaux. Mon volume de ma cage thoracique augmente. Le volume des poumons augmente. La pression intra-alvéolaire diminue. Différence de pression avec la pression atmosphérique, l'air entre dans les poumons. Qu'est-ce qui déclenche cette respiration-là? La hausse de CO2 qui va entraîner une baisse de pH. Ça veut dire qu'il faut aussi se rappeler de ce lien-là. Le CO2 avec l'eau forme du H2CO3 qui se transforme en HCO3- et en ion H+. Alors, une hausse de CO2, ça veut dire une baisse de pH. Et ça, c'est l'élément principal qui va déclencher notre inspiration à partir du bulbe rachidien.
courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, revoir cette courbe-là, bien comprendre comment l'hémoglobine réagit lorsque elle fait face à des pressions partielles d'oxygène différentes. Remarquez qu'elle est capable de se libérer d'énormément d'oxygène lorsque la situation l'exige. Partie 7 et partie 8, vous fiez à vos feuilles d'objectifs. Partie 7 et partie 8, c'est certain qu'il va y avoir la moitié ou presque de l'examen qui va porter sur ces deux parties-là puisqu'elles n'ont pas été évaluées encore. La moitié des points va être va porter sur des questions de révision sur la partie 1 à la partie 6. On va aussi, je vais aussi dans le fond avec des questions, vous demander de faire des liens entre les parties. Cette figure-là c'est un beau lien entre ce qu'on ingère comme molécules organiques, donc le glucose, les lipides, les protéines, notre système respiratoire qui nous permet d'absorber de l'oxygène, avec le système cardiovasculaire qui permet de faire circuler cet oxygène-là, qui va ensuite pénétrer dans nos cellules, puis servir à fabriquer notre ATP par la respiration cellulaire. On peut aussi faire de la fermentation lactique si il y a absence d'oxygène. La respiration cellulaire produit du CO2 qui va aussi voyager dans le système cardiovasculaire puis se rendre aux poumons pour être expiré. Alors l'ATP va nous permettre de faire toutes sortes de travail cellulaire, nous permettre entre autres de faire fonctionner nos pompes sodium-potassium pour créer un potentiel de membrane, faire des influx nerveux. Alors vous voyez le genre de lien qu'on peut faire entre toutes les parties qu'on a vues. Je ramène ce schéma-là qui était dans le plan de cours qu'on trouvait sur Moodle. C'est le schéma qui fait le lien entre toutes les parties du cours. Le cours porte sur les organismes pluricellulaires. Nous, on a fait que ce cours-là porte vraiment plus sur le corps humain. Nous sommes des organismes pluricellulaires et notre organisme est en quête d'homéostasie. Ça veut dire que toute la journée, notre corps va essayer de maintenir son état d'équilibre, sa quantité d'eau, de sang, de K+, sa température, son pH, etc. Comment on maintient l'homéostasie? Le système respiratoire, cardiovasculaire, urinaire et nerveux vont permettre de maintenir cet état d'équilibre-là. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de voir le système digestif. À la base des organismes pluricellulaires, on trouve nos cellules. Nos cellules qui sont constituées d'eau. On a vu toutes les propriétés de l'eau. L'eau et les macromolécules, on a vu les types de macromolécules, leur importance. Et à l'intérieur de nos cellules, on trouve de multiples réactions biochimiques qui utilisent de l'ATP et en fabriquent et qui incluent plusieurs enzymes. On a besoin d'enzymes pour faire ces réactions-là. Dans nos cellules, nos cellules sont délimitées par des membranes. On a vu leur composition. On a vu aussi tous les types de transports qui vont se faire à travers les membranes. Et ces membranes-là, le transport est à la base du fonctionnement de notre système nerveux. Alors, le potentiel de membrane, comment on crée nos influx nerveux. Le système respiratoire qui permet d'amener de l'oxygène à nos cellules pour faire la fameuse respiration cellulaire aérobie. Et ça fait partie de notre voie, d'une des grosses voies de notre métabolisme cellulaire.
N'oubliez pas de faire vos exercices de révision. Bonne étude, bonne préparation pour votre dernier examen de bio et n'hésitez pas si vous avez des questions.